Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les signes en fait qu'un film est relativement mauvais au cinéma. Je te dirais que ça suit quelque part la thématique que j'ai enclenchée dernièrement avec les vidéos que j'ai mis sur la chaîne, à savoir les raccourcis scénaristiques ou les twists au cinéma, qui était une vidéo en deux parties parce que le contenu était vraiment trop long, mais en même temps j'avais fait une partie avec les bons twists au cinéma et une partie avec les mauvais twists au cinéma et les mauvais films quelque part. Aujourd'hui on parle des mauvais films. Alors j'ai déjà comme ça bien sûr, si tu as l'habitude du cinéma, tu sais exactement de quoi je parle, mais j'ai déjà réuni quelques éléments parmi tant d'autres qui font en sorte que quand tu vois tout de suite la pochette d'un film, tu sais que c'est immédiatement que c'est mauvais. Alors déjà, en partant, quand tu vois les producteurs par les producteurs d'eux, les Américains sont très forts là-dessus, par les producteurs de Shrek, par les producteurs, je pense à Shrek parce que c'était un des films, il me semble, où ils avaient eu cette idée-là tellement magnifique. Par les producteurs d'eux, c'est rarement bon, le film. Les gars, ok, c'est des producteurs. Il y a beaucoup de producteurs à Hollywood, je te dirais, qui produisent à peu près n'importe quoi. Donc, ils produisent un grand film et 3-4 films très moyens, voire mauvais, puis un autre grand film et 3-4 films moyens, voire très mauvais. Parce que dans le fond, ces films-là, qui souvent sortent directement en DVD, sont plus rentables que le risque d'un film qui sort en salle à gros budget, où voilà, il y a plein de paramètres qui sont comme ça à côté du film. Et par les producteurs d'eux, en général, c'est vraiment pas cool. Ça fait un mauvais film, en bout de ligne. La plupart du temps. 99% du temps, par les producteurs de super mauvais films. Un autre truc aussi que tu as remarqué, c'est sûr, c'est quand tu vois sur la pochette du film, par exemple, ou l'affiche, un acteur très connu. On va prendre Bruce Willis. Bruce Willis a été bon là-dedans, dans ce genre de choses-là. Et finalement, quand tu regardes le film, l'acteur connu, tu le vois 3 secondes. Au début du film, il meurt instantanément, ou il dit deux lignes de dialogue, on le revoit qu'à la fin du film, et absolument pas dans le film. La plupart du temps, quand c'est le cas, le film est horrible. Il est même pas regardable. En plus, c'est vraiment un côté marketing où ils essayent de t'arnaquer parce qu'ils mettent Bruce Willis directement en avant dans l'affiche et finalement quand tu regardes le film, tu vois jamais Bruce Willis quoi. Il est même pas là le gars. Donc ça c'est quand même relativement mauvais aussi. Quand ils font 2 films, ça c'est arrivé plus récemment à partir d'un seul livre. Donc ils vont adapter un livre et l'adaptation de ce livre-là fait 2 films, donc si je pense plus particulièrement à Harry Potter and the Deathly Hallows en 2010 de David Yates, qui est quand même noté 7.7 sur 10 sur IMDb, donc qui n'est pas considéré, je te dirais, quelque part comme un mauvais film, et ce n'est pas nécessairement un mauvais film, mais si tu regardes, si tu as lu le livre avant, c'est mon cas, et que tu regardes le film après, tu te rends compte qu'en fait il y a plein de longueurs quoi. Ils ont rajouté des trucs dans le film parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel pour faire 2 films. Donc ils ont essayé d'étirer la sauce au lieu de sortir un seul film. Ils étirent la sauce d'un point de vue narratif pour faire évidemment plus de pognon. C'est toujours ça l'objectif en bout de ligne. Je terminerai un petit peu avec ces systèmes-là, je te dirais, de reconnaissance de mauvais films qui sont imparables. Par le film au marketing exagéré. Donc il y a un marketing hallucinant, une bande-annonce que tu vois 3000 fois sur les écrans partout, YouTube, etc. Une bande-annonce où tu vois d'ailleurs 90%, par exemple si c'est un film d'action, des scènes d'action du film. Quand tu regardes le film, tu te rends compte que tu avais quasiment déjà tout vu dans la bande-annonce. Donc, si je prends comme exemple Suicide Squad, le premier, pas le deuxième. Le deuxième, je l'ai vu, c'était pas si mal, c'était bien. Donc, Suicide Squad en 2016 de David Ayer, ça c'était un film qui était hyper marketé et dont finalement, en bout de ligne, quand tu regardes le film, c'est réellement cliché et pas super bon. Et moi, je terminerai avec ça, j'en vois pas très souvent des mauvais films parce que j'ai pris l'habitude récemment, quand un film ne m'intéresse pas, même si ils vont me dire oh ouais mais le film est super bon, mais moi comme je t'ai dit en tant que spectateur ça m'a pas collé du tout au niveau de la narration, je l'arrête et je passe à autre chose. Je termine pas 1h45, 2 heures de film pour voilà finalement me dire qu'à la fin j'ai perdu mon temps. Malgré tout, j'ai quand même noté quelques films sur lesquels je vais revenir maintenant. Des films qui pour moi, il y en a plein évidemment, comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Dans les films que j'ai vus, il y a plein de films que j'ai trouvés horribles. Donc j'ai essayé de penser vite fait à certains films qui vraiment étaient horribles pour ma part. Et j'en ai été quelques-uns dont je vais parler tout de suite.
Alors, je commencerai directement, du coup, avec Aquaman. Donc, Aquaman, c'est un film qui est sorti en 2018 de James Wan avec Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, William Dafoe, Temuera Morrison, notamment Patrick Wilson aussi dans le film, Dolph Lundgren aussi qui jouait là-dedans, je me souviens. Donc ça, c'est un film qui est directement dans la lignée des DC Comics. Parce que il y allait avoir Justice League, je me souviens plus, Justice League est sorti avant, me semble-t-il, ouais. Donc Justice 2017, il me semble, Justice League, mais je suis plus très sûr, honnêtement, de l'ordre des films. Mais bref, voilà, donc les films sortaient, et donc il fallait trouver une histoire à tous ces personnages-là qui apparaissaient dans Justice League. Il était temps, finalement, pour Aquaman d'avoir son film solo, et c'est chose faite en 2018. Alors 6.9 sur 10 sur IMDb, peut-être au niveau des chiffres, ce qui est quand même assez intéressant, le budget c'est 160 millions, c'est quand même beaucoup, et revenu à l'international 1 milliard 150 millions de dollars, ce qui est quand même énorme, donc très lucratif comme film, clairement. C'est un film qui a beaucoup profité de l'effet marketing, qui a aussi beaucoup profité de la star Jason Momoa, je te dirais, qui à l'époque était quand même pas mal au top de son de son art. Après Game of Thrones, c'est là qu'il a percé avec un personnage. Quand même, il faut dire, une petite parenthèse, mais quand même, le personnage de Game of Thrones est un personnage qui est relativement dégueulasse et horrible. Donc, pas beaucoup de lignes de dialogue, et c'est quelqu'un qui torture les gens, et surtout sa femme. Hein. Donc, pas génial, mais c'est comme ça qu'il a été connu, et c'est grâce à ce personnage-là, d'ailleurs, petite parenthèse, qui a gardé ses cheveux longs et sa barbe, parce qu'avant ça, il les avait pas. Et il les avait fait pousser pour ce personnage-là dans Game of Thrones, et il s'est dit, waouh, en fait, finalement, c'est cette allure-là qui va faire en sorte que je deviens quelqu'un de relativement connu, et surtout que j'ai des rôles au cinéma. Petite parenthèse par rapport à ça. Le film est très mauvais. Ça commence tout de suite pour ma part avec des effets spéciaux qui sont complètement nuls. Le fait de rajeunir, moi ça m'a choqué, mais vraiment choqué. Le fait de rajeunir Temuera Morrison avec l'histoire des effets spéciaux, tu sais le même type d'effets spéciaux qu'ils ont pris et sur le quoi Hollywood colle en ce moment dans The Irishman de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Joe Pesci et Al Pacino, où ils ont décidé, voilà, maintenant on a cette nouvelle technique où on va rajeunir les acteurs. Ça, je trouve ça complètement stupide. C'est mal fait, c'est stupide, c'est laid, c'est complètement incohérent. Eux trouvent ça magnifique. Je sais pas d'où est-ce qu'ils pêchent ça, dans quel arbre ils pêchent ça exactement. Mais pour ma part, la vieille technique qui est de prendre des acteurs plus jeunes pour jouer un même personnage au fil de la narration, qui se ressemble peut-être un petit peu physiquement, naturellement, pour moi, ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce qu'on va aller rajeunir des acteurs? Non, ça pour moi c'est complètement insupportable. Temuera Morrison, je trouvais stupide dans le film. J'ai l'impression qu'il était maquillé ou que c'était une drag queen littéralement ou un drag king, je sais pas comment tu peux appeler ça. Mais c'était des effets spéciaux. Je trouve ça horrible. Les effets dans l'eau aussi, pour continuer avec les effets spéciaux, sont dégueulasses. Évidemment, les acteurs sont pas dans l'eau, donc c'est des effets qui ont été rajoutés avec les cheveux qui flottent et tout ça. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais il y a que moi qui trouve ça mauvais. Mais c'est pas bon. C'est laid. C'est juste horrible. Le scénario est nul. Il est nul à chier. Nul. Avec Nicole Kidman, qui est la maman qui l'a abandonné, oui mais non, et finalement lui, qui va être le prince en bas, là, ou je sais pas quoi, là, des Aquaman, là, de leur royaume. Évidemment, là-dedans, il y a un méchant qui veut prendre la place et qui veut le faire passer pour un traître. Bon, c'est cliché à mort, c'est juste ridicule. Le méchant Black Manta, qui est joué par Yatin Abdul Yahya, il me semble. Yahya Abdul Mateen, 2, qui est un très bon acteur, hein, qu'on va voir d'ailleurs dans Matrix 4, qui reprend le rôle de Morpheus notamment, et qu'on a vu dans plusieurs autres rôles, qui est un acteur qui est très montant à Hollywood. Son personnage est complètement ridicule. Black Manta, c'est ridicule. L'autre, il tue son père, du coup, il décide d'aller partir dans une vengeance avec un casque qui est encore plus ridicule que le personnage. C'est juste... Ça fait strictement aucun sens. Pour moi, ce film-là est considérablement une perte de temps. Il faut quand même qu'il y ait un minimum dans l'histoire. Il faut que tu colles au personnage. Moi, je ne collais pas du tout au personnage. Le personnage d'Amber Heard, pour moi aussi, est complètement inutile. Il sert uniquement à servir l'intérêt, quelque part, du personnage principal. Il n'a aucune profondeur. Alors, The Flash, qui va sortir en 2022, pour la petite anecdote, James Wan a eu le choix.
C'est-à-dire que les studios l'ont approché en lui disant, donc c'était en 2017, tu vas soit finalement réaliser Aquaman ou The Flash, c'est au choix, et il a décidé Aquaman. Donc ça sera pas The Flash. The Flash par contre se fait, le tournage est quasiment terminé, sortie prévue pour 2022. Le réalisateur, si tu ne le sais pas, c'est Andy Muschietti. Alors qui est Andy Muschietti? Lui c'est le réalisateur de Hit 1 et Hit 2, donc les fameux ça qui ont été refaits, hein, je te le rappelle, en 2017 et 2019, et de l'autre film d'horreur précédent ces films-là, Mama en 2013, qui est en fait le remake d'un court-métrage qu'il avait pu faire auparavant et qu'il avait révélé sur la scène de Hollywood. C'est souvent par les courts-métrages que passent tous ces réalisateurs-là. C'est le petit truc en ce moment, si tu veux être découvert, par exemple, dans le milieu du cinéma, aussi en France, hein, ça marche comme ça aussi en France à l'heure actuelle. Le court-métrage, c'est une bonne solution. YouTube est une très belle plateforme pour pouvoir diffuser ton film aussi, donc tu as besoin de personne pour être découvert à l'heure actuelle, ce qui est quand même très bien, mais il faut quand même que ce soit un peu professionnel. Ceci étant dit, il y a un réalisateur, je finirai avec ça, récemment, qui a tourné son film entièrement avec un cellulaire. Et le résultat est exceptionnel. Donc, on peut le faire. Donc, voilà, The Flash en 2022. Alors, Andy Muschietti, moi, j'ai trouvé, peut-être pour terminer avec ça 1 et ça 2, donc Hit 1 et Hit 2, pas si mal. Le premier, génial, le premier Hit, j'ai vraiment beaucoup aimé, à savoir que j'avais lu les livres aussi. Je me souvenais plus trop, ma conjointe me rafraîchissait la mémoire parce qu'elle a une mémoire hallucinante. Le deuxième, j'avais un petit peu moins aimé, mais ça restait quand même dans la même lignée du premier, donc ça allait à peu près, mais j'ai quand même moins apprécié. Le premier étant celui que j'ai le plus apprécié. Maman en 2013, c'était un très bon film, surtout la fin qui termine comme ça sur une manière, sur l'apothéose, mais sur quelque chose à quoi tu t'attends pas nécessairement. C'était très touchant, le spectateur était vraiment embarqué là-dedans, justement d'un point de vue sentimental. J'ai beaucoup aimé ce film-là, donc quand même à suivre, The Flash, peut-être que ça donnera quelque chose. Ça me termine un petit peu là-dessus sur Aquaman. Autre film que j'ai choisi pour étayer mon point, donc dans la série des Die Hard, ok. Alors dans la série des Die Hard, je les ai pas tous aimés, le premier évidemment, le meilleur en 1988. Parce que depuis, c'est un film qui est devenu cliché. Énormément de films se sont basés sur Die Hard, mais à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Le scénario était spécifique, c'était une manière de faire qui était quand même très étonnante, avec des voleurs. À la base, c'était des voleurs, pas des terroristes, et finalement, ils ont été transformés en terroristes allemands. Mais à la base, dans le scénario, au départ, c'était censé être des voleurs. Donc cette idée de terroriste, de tour, de gars qui est enfermé en haut, tout ça était juste génial, avec réellement un scénario qu'on n'avait jamais vu encore, justement du point de vue cliché, hein. C'était très atypique et donc très bon. Le Die Hard 2, que j'avais quand même aussi apprécié, mais qui reprenait un petit peu les mêmes thématiques que le premier. Donc là, et d'autres films, hein, entre-temps, d'ailleurs, avaient repris beaucoup Die Hard. Il y en a plein qui sont sortis. Il y en avait un avec Steven Seagal sur les bateaux. Il y a eu Speed avec, je me souviens, avec Keanu Reeves. Là, c'était le bus qui pouvait pas ralentir parce qu'il y avait une bombe dessus. Enfin, il y a eu plein de films. Après, ça a été la mode de ces films-là à cause de Die Hard. Donc le 2 déjà s'est soufflé un petit peu au niveau des idées. Le 3 j'ai vraiment pas apprécié, mais le film n'est pas mauvais en tant que tel. Live Free or Die Hard en 2007, 7.1 sur 10 sur IMDb quand même de Len Wiseman. Lui, je l'ai particulièrement apprécié dans la série. Je trouvais qu'il donnait un renouveau. Les gens n'ont pas aimé, je te dirais, même s'il est haut sur IMDb. J'ai pu dire que les gens ont majoritairement pas aimé. Mais moi, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Je trouvais qu'il redonnait du renouveau un petit peu à la série et on partait réellement dans quelque chose qui était, voilà, qui allait te chercher en tant que spectateur, en tant que fan de John McClane et de la série Die Hard. Tu t'y retrouvais quand même relativement bien. Donc, il y avait des nouvelles idées quand même qu'on apportait à un vieux système qu'on connaît. Donc, on est en même temps qu'on est familier avec la narration, on est embarqué dans quelque chose d'un petit peu nouveau. C'était vraiment bien. Mary-Elizabeth Winstead, je trouvais, jouait très bien la fille de John McClane. Donc c'était une belle surprise. Len Wiseman, justement, on va faire une petite parenthèse là-dessus, mais lui, il avait sorti Underworld. C'est le film de Len Wiseman avec Ken Beckinsale, Scott Speedman et Michael Sheen, qui est aussi 7 sur IMDb. Très bon film, Underworld, pour moi, qui fait partie de mes classiques. Je parle du premier. Et justement, comme on est dans les mauvais films, ça me permet de parler d'un petit peu à Underworld comme ça, une petite parenthèse. Toutes les suites sont horribles.
horrible. Ça reprend aucune... en fait, il n'y a aucune originalité dans les suites. Ça reprend le premier film, donc pourquoi voir une suite de films qui reprend, qui est une sorte de remake du film d'avant, hein, je te dirais, quelque part. On a les mêmes dynamiques, même si l'histoire est différente, on a quand même les mêmes dynamiques. Et puis surtout, les histoires, la plupart du temps, ne font strictement aucun intérêt. Donc, et les derniers sont les pires. Donc finalement, on voit comme ça qu'il y a, voilà, souvent dans les suites de films, c'est un petit peu la même chose. Il y a souvent des mauvais films parce que ça s'épuise un peu l'idée. L'idée était bonne au départ et finalement ça finit par s'épuiser. Ce qui n'est pas le cas de tous les films et leurs suites. Il y a certains films et leurs suites que des fois même les suites sont meilleures que les originaux. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais on en vient à mon point. A Good Day to Die Hard en 2013. 5.3 sur 10 sur IMDb, qui est donc Die Hard 5, hein, finalement, quelque part, de John Moore, avec Bruce Willis, Jay Courtney et Mary-Elizabeth Winstead, qui reprend son rôle de la fille de John McClane, à savoir que Jay Courtney prend le rôle du fils de John McClane dans ce film-là. C'est un film qui, pour moi, m'a vraiment déçu, surtout que j'avais aimé le précédent en 2007, vraiment beaucoup. C'est un film qui est nul. C'est nul, nul à chier. D'abord, le film se passe en Russie, donc c'est la première fois que John McClane va quitter le territoire américain. Il est toujours pris quelque part avec des terroristes à un endroit. Là, il faut qu'il aille sauver son fils, qui soi-disant travaille pour la CIA, etc. Le fait d'avoir choisi Jay Courtney est un très mauvais choix. C'est un très mauvais acteur, il faut dire ce qu'il est. Il joue très mal pendant tout le film. Bref, Jay Courtney, c'est un acteur qui réellement est un acteur qui est très mauvais. On l'a vu notamment dans Suicide Squad, dont je parlais tout à l'heure, 2016. De David Ayer, même chose. Le personnage était complètement... C'est pas un bon acteur. Je sais pas d'où il sort, ce gars-là. Il y a des gars comme ça qui sortent de temps en temps, qui sont pas bons. Je pense notamment à Charlie Hunnam. Keanu Reeves en faisait partie aussi à un certain moment donné de sa carrière. Lui, je sais d'où il sort, là, parce que son beau-père, en fait, travaillait à Hollywood à la base. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Parce qu'il a eu, voilà, il a eu une connexion. Mais il y a certains acteurs comme ça, Charlie Hunnam, Jay Courtney, qui sont relativement mauvais. Alors, quand même, pour Charlie Hunnam, quand même, il faut dire, c'est un acteur qui est devenu bon, un petit peu comme Keanu Reeves. À force de jouer, à force d'être dans des films, il a fini par devenir un bon acteur. Et si je pense à Gentleman, dont j'avais parlé dernièrement, si tu suis la chaîne, il est très bon dans ce film-là. Il est exceptionnel dans ce film-là. Il joue vraiment bien. Mais avant, les films d'avant... et Jay Courtney, c'est horrible. Les dialogues de ce film-là sont ultra clichés, mais alors là, ultra clichés, avec le petit mot à dire à la fin de chaque scène d'action, parce qu'on est le meilleur. Tu sais, tous les petits éléments comme ça que les Américains aiment bien à mettre dans le style cliché, tu les as dans ce film-là, c'est bien mixé. L'idée du film, quand même, ça c'est important à dire aussi, c'est-à-dire de la relation entre le père et le fils, vient de Bruce Willis. Donc le cœur du film, le cœur de la narration, et tout ce qui est relativement stupide dans ce film-là, vient de Bruce Willis. L'espèce de relation incohérente qui développe au fur et à mesure des scènes d'action, sans se soucier de leur propre vie, parce que quelque part, on n'est quand même pas dans un DC comique comme dans Aquaman, où ils ont des super pouvoirs, c'est censé être des êtres humains, mais ils s'en foutent complètement, ils n'ont aucune notion du danger, on dirait, et ils s'amusent à faire de l'humour, alors que y a des gars qui leur tirent dessus. Bon, ouais, ok, d'accord. Et de l'humour un peu potache, hein, c'est pas nécessairement très bon. Le film en Russie a pas une très bonne carrière, en fait, c'est-à-dire que les Russes, évidemment, dedans, tu as de la mafia russe, etc., sont décrits de manière tellement cliché que les Russes ont détesté le film. N'importe qui, c'est la même chose quand on va voir un film, mettons, par exemple, qui va décrire des Français, si je prends des Français, de manière ultra cliché, pendant tout le film, c'est sûr que tu peux trouver ça peut-être un petit peu lourd, hein, quelque part. Et quand même à noter que dans ce film-là, il n'y a pas un seul acteur russe. Ce sont tous des acteurs qui sont serbes, croates, tchèques, mais pas russes. Donc, il n'y a même pas d'acteurs russes dedans. C'est ça qui peut-être a fait chier les Russes, je te dirais, quelque part. Le budget est 92 millions et les revenus internationaux 300 millions. Donc, le film a quand même marché malgré tout. C'est un film que je ne conseille pas. C'est un film qui, encore une fois, aussi, je l'avais déjà dit pour un autre film, Highlander, hein, dernièrement, tu pourrais enlever Die Hard et mettre une autre histoire, remplacer le personnage de John McClane par un autre nom, et ça serait un film complètement différent. Et ça serait un film très mauvais, d'ailleurs, que d'après moi, il y aurait eu une très mauvaise carrière. C'est juste parce qu'il y a Die Hard dans le titre, qu'il y a beaucoup de gens comme moi, d'ailleurs, qui sont pris au piège parce qu'on est un petit peu fanatique de la série de John McClane. Et là, on se retrouve
voilà, perdu dans ce film-là qui est quand même très mauvais. Je finis quand même avec un film français, Taxi 4 de Gérard Krasvik, 5.6 sur 10 sur IMDb. On reprend Sami Nasseri évidemment dans les rôles principaux, Frédéric Diffenthal, Bernard Farcy qui joue le rôle du fameux commissaire, entre autres, scénario de Luc Besson. Revenu 65 millions d'euros, ce qui est quand même très bien pour le film, qui est quand même bien marché. Alors moi les taxis c'est comme les Die Hard, je suis assez fanatique de ces films-là. Petite anecdote d'ailleurs, le premier Taxi qui était sorti à la base, j'étais allé au cinéma pour aller voir Lethal Weapon 4, L'Arme Fatale 4 avec Jet Li. J'étais impatient de voir ce film-là que finalement d'ailleurs j'ai vu par la suite et que j'ai absolument pas apprécié, que j'ai vraiment pas aimé. J'avais aimé Lethal Weapon 1, 2 et 3. Je les avais quand même pas mal aimés. Mais alors le 4, aucun rapport quoi. Aucun rapport. Vraiment mauvais pour ma part. Et finalement, quand je suis allé, je vais aller voir le film, etc. Et quand je vais au cinéma, j'étais avec des amis. La salle, c'était un moment où plein de monde allait au cinéma. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments comme ça dans l'année où il y a les gens vont beaucoup au cinéma. La salle était pleine et plus de place pour L'Arme Fatale 4. Du coup, j'ai dit, bon, on va aller voir Taxi, le premier Taxi. Je savais absolument pas de quoi ça parlait. C'était un petit peu sorti comme ça à côté. Il faut te dire qu'à l'époque, c'était à l'époque où Luc Besson était occupé sur le tournage d'un autre film. Je me souviens plus lequel. Je pense qu'il terminait, je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'il était sur Léon. Il terminait Léon, quelque chose comme ça. Et du coup, il avait donné Taxi, le premier Taxi, qui c'était Pires qui réalisait. Après, Gérard Krasvik a repris pour les autres films par la suite. Mais il avait donné la réalisation à quelqu'un d'autre, à une autre équipe, parce qu'il ne voulait pas s'en occuper, parce qu'il avait écrit le scénario. Et finalement, quand j'étais voir ce film-là, ça m'a complètement scotché, quoi. J'étais, ouais, non, mais attends, c'est le film de l'année, je l'ai vu 20 milliards de fois, je connaissais les dialogues par cœur, un petit peu comme Les Visiteurs et tout ça. Pour moi, c'est méga film. Taxi 2, j'ai vraiment apprécié aussi. Taxi 3, un petit peu moins, mais ça continuait un petit peu dans la même lignée, donc ça m'a pas trop dérangé, j'ai trouvé ça cool. L'introduction avec Stallone est quand même pas mal. Et puis le 4, alors là, j'ai rien compris. Taxi 5, pour terminer avec ça, la plupart des gens n'ont pas aimé. Parce que bon, c'est d'autres acteurs, etc. C'est cet acteur-là qui était un entraîneur de chiens et qui a réalisé aussi le film. J'ai oublié son nom. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'ai oublié son nom. J'ai profité pour aller voir. C'est Franck Gastambide. Non, je voulais parler. J'ai profité, j'ai triché. J'ai été regardé. Il avait fait une série. Je me souviens, c'est comme ça un petit peu qu'il avait débuté. C'est un gars en fait à la base, Franck Gastambide, mais j'en avais déjà parlé. Je parle d'entièrement autre chose, mais c'est un gars qui était un entraîneur de chiens en fait pour le cinéma, et c'est comme ça qu'il a débuté dans le cinéma. Et en fait, c'est un gars qui est malin, quoi. C'est un gars qui est malin. Il a dit, mais moi, je veux faire des films, je veux réaliser des séries, je veux faire des trucs là-dedans. Donc, en étant sur les tournages, il a vite appris comment ça fonctionnait. Il s'est fait surtout du relationnel, et il a starté sa carrière comme ça. Il avait fait une série comme ça sur la banlieue, il me semble, qui était diffusée sur YouTube au départ, et qui après a été sur un poste de télé quelque part en France. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Mais moi, le 5, je l'ai pas détesté. Il y a plein de gens qui l'ont détesté, moi, j'ai pas détesté. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des blagues intéressantes, il y avait une idée, c'était un peu rafraîchissant, c'était bien que ce soit pas nécessairement les mêmes personnages, surtout avec Sami Nasseri, ça n'a plus aucun sens. Donc parce que cet acteur-là fait n'importe quoi de sa vie, hein, tout simplement. Et du coup, je pense qu'il n'est pas très professionnel, je te dirais, dans sa manière de faire. Mais ça, c'est un point de vue qui est peut-être plus personnel, surtout qu'on va en parler par rapport à Taxi 4. Donc, je trouvais que c'était quand même Taxi 5, c'était pas si mal. Ok, il y a de l'humour un peu lourd de temps en temps, mais grosso modo, le film se tient bien. Taxi 4, 2007. Bon, alors, l'intrigue est nulle, déjà, en partant. Pour commencer, Sami Nasseri est absolument pas dans son personnage de Daniel, ce qui pouvait être dans le 1, le 2 et le 3, là on le retrouve pas. On dirait que le gars, il vient en marchant en arrière, quoi. Ça le fait chier d'être là. C'est pas cool en tant que spectateur parce que ça se ressent dans le film, honnêtement, ça se ressent. Le gars, il est absolument pas dans son personnage, il vient pour toucher son salaire. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Donc on a l'impression du coup qu'ils ont essayé de couper un maximum de scènes avec Daniel dans le film, mais ça se ressent, alors que c'est quand même un des personnages principaux. Je veux dire, dans le premier Taxi, Daniel, c'est le personnage avec lequel t'accroches. Tu l'aimes, Daniel, et t'aimes aussi le commissaire qui est joué, l'inspecteur qui est joué par Frédéric Diffenthal. Mais Daniel, tu l'aimes, tu vois, clairement. Là, tu te retrouves plus en tant que spectateur. Tu le regardes parce que tu veux voir Daniel et tu veux voir l'inspecteur. J'ai oublié son prénom. Donc ça déjà. Alors du coup, comme ils ont fait ça,
Ils ont tout misé sur Bernard Farcy, le commissaire, en se disant, là, on va mettre des blagues sur le commissaire parce que c'est vrai que dans le premier, dans le deuxième, voire même dans le troisième, mais surtout dans le 1 et le 2, les petits moments avec le commissaire étaient très drôles, ok, très très drôles. Donc là, on mise tout là-dessus. Mais là, on dirait que c'est super mal écrit, mais ça, c'est Luc Besson. Il écrit du fast-food aussi. Une fois qu'il a écrit un film, après ça, il veut écrire des suites à rallonge, où on dirait qu'il écrit ça à toute vitesse sur son balcon, je sais pas, en trois jours, et ça se ressent. Alors, finalement, bon, bah voilà, c'est focalisé ça. Les blagues sont grosses. Des blagues de Bernard Farcy, là, à un moment donné, il est en haut d'un balcon avec plein de flingues et tout. La SWAT team, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc moi, je me suis relativement fait chier avec ce film-là. J'ai trouvé que c'était dommage pour la série parce que ça tuait finalement l'esprit de la série. Et quand tu es un fanatique de la série, bah, tu veux pas que ça arrive, quoi. Donc, et ça fait partie justement des films dont je parlais tout à l'heure, où tu as des suites de films qui sont quand même pas si mal. 1, 2, 3, pas si mal pour Taxi. Et pour moi, le 5, j'ai bien apprécié quand même le 5. Plein de gens qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. À noter quand même dans ce film-là, 2 anecdotes. Premier film où Marion Cotillard n'apparaît pas, donc on ne voit pas son personnage, il n'est pas repris dans Taxi 4, alors qu'il est là dans le 1, le 2 et le 3, à savoir qu'à l'époque, Marion Cotillard se décidait à avoir une carrière peut-être plus internationale. Donc qui veut dire internationale veut dire américaine, naturellement. Quand on dit international, on dit américain en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, elle a commencé sa carrière un petit peu comme ça aux États-Unis. Voilà, donc évidemment en 2010, elle jouait dans Inception par exemple, donc il y a plusieurs films comme ça qui sont sortis. En Espagne, les Espagnols ont détesté le film. Ont détesté le film à un tel point que le film est sorti en DVD 9 ans après la sortie du film. En salle au cinéma, il n'est pas sorti en salle en Espagne et il est sorti 9 ans après et il n'y a quasiment pas eu de vente de DVD quoi. C'était, quand je dis quasiment pas eu, très peu de vente de DVD, donc film au placard. Pas super bon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette nouvelle vidéo sur les mauvais films, les signes qu'un film est mauvais au cinéma. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, c'était des exemples de films comme ça qui me sont venus en tête quand même très rapidement. Il y en a plein d'autres qui ont été très mauvais, que j'ai vu qui étaient très mauvais sûrement pour toi aussi. Je parlerai pas de Wiseau et de The Room parce que ça, c'est comme le film qui est tellement mauvais qu'il en devient un bon film, c'est encore autre chose. Non, je parle quand même de films mauvais, juste de films mauvais, point à la ligne. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai trouvé mauvais. J'ai essayé de trouver des exemples qui étaient les plus emblématiques, je te dirais, de cette idée-là pour ma part, surtout en concernant, si je parle pas d'Aquaman, mais des séries, pour Die Hard ou Taxi. Il y a des films là-dedans que j'ai beaucoup aimé, je pense comme tout le monde, qui ont aimé ces séries-là, puis des films que t'aimes moins, donc t'es encore plus déçu, on dirait. Je fais la conclusion plus rapide, j'ai décidé de changer ça parce que je trouve que c'est trop long. Donc si tu veux laisser toi-même des exemples de films que t'as pas aimé dans les commentaires, par exemple, tu es le bienvenu, même si on n'est pas nombreux sur la chaîne, c'est pas grave, la chaîne continue, on a le bon esprit, on parle de cinéma et on aime ça. Podcast, je te mets le lien dans la description. Comme d'habitude, si tu veux aller m'écouter pendant des longues heures parler de cinéma, comme d'habitude, je le répète dans toutes les vidéos, j'ai pas eu le temps encore de faire de nouveaux épisodes, mais ça va venir. Je vais prendre le temps à un moment donné quand je vais être moins occupé. Ça se fera. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Bye.